Bienvenue sur le podcast L'art de l'astrologie. Je me présente, je m'appelle Annabelle, je suis astrologue. Dans ce podcast, j'espère te donner une perspective inspirante sur les cycles que tu traverses pour t'apporter plus de confiance. Je pratique l'astrologie comme un art intuitif qui nous permet de remettre du sens à notre trajectoire. Inclusif et engagé, ce podcast a pour but de te donner une nouvelle vision de l'astrologie pour en faire ton propre outil de création. C'est au travers des horoscopes, des décryptages que j'opère, mais aussi grâce aux invités que je reçois, que j'espère te donner des possibilités bien plus lumineuses sur les expériences que tu vis en ce moment. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de l'art de l'astrologie, n'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je reçois Denis Labouré, un astrologue incontournable aujourd'hui en France, dont le travail est encyclopédique. C'est aussi un enseignant vraiment incroyable. Je vous invite à découvrir son travail sur le site Édition Spiritualité. C'est vraiment quelqu'un qui m'inspire beaucoup, qui me nourrit beaucoup dans sa réflexion. Je peux l'avouer, je suis complètement fan de Denis Labouré. Il y a plein de choses où je suis entièrement d'accord avec lui. Ça me fait beaucoup de bien de parler à un astrologue qui est ancré dans la tradition tout en posant des réflexions spirituelles aussi sur l'astrologie. Donc c'est pourquoi nous faisons cet épisode aujourd'hui sur l'exercice spirituel de l'astrologie, ce qui parfois vient poser pas mal de confusion sur la pratique astrologique, c'est que c'est un art spirituel qui est neutre. On va voir qu'il s'est adapté à de nombreuses religions, qu'il en a pris les costumes et les atours. On a surtout fait une emphase sur l'espace occidental autour de l'astrologie et son lien avec les croyances, mais l'astrologie, elle a été au cœur du judaïsme, elle a été au cœur de l'islam, elle est absolument partout, elle a eu un impact sur toutes les sociétés, elle est aussi évidemment au cœur de l'hindouisme, encore aujourd'hui avec beaucoup de vivacité. Donc vraiment, cet épisode est passionnant. Je n'avais pas prévu qu'il se passe comme ça et je pense que Denis non plus. Au départ, on devait parler d'astrologie et de religion tout simplement et faire peut-être une timeline, peut-être un peu scolaire aussi, de la façon dont l'astrologie se corrèle à la religion et aussi comment elle s'en est extrait, quelles sont ses différences. Et en réalité, on a fini par parler de la pratique et de la dimension spirituelle dans la pratique. Voilà. Et ça, c'est fascinant et c'est vrai que c'est un tabou souvent. Évidemment, on sait que l'astrologie, elle est croyance, elle est spirituelle, mais il y a toujours aussi peut-être un tabou sur la dimension peut-être plus médiumnique de l'astrologie, sur le fait que c'est un outil aussi de connexion à soi, aux autres, au collectif, à ce qui nous entoure, au monde aussi. Donc c'est toutes ces questions-là qu'on adresse dans cet épisode. J'espère qu'il va vous plaire. En tout cas, moi, vous allez l'entendre, à des moments, je suis mind blown. Ça veut dire que j'ai carrément le cerveau en ébullition, tellement je suis comblée en fait de la conversation. J'espère que ce sera pareil pour vous. Je vous laisse écouter l'épisode tout de suite. Bonjour Denis. Aujourd'hui on accueille Denis Labouré, un astrologue exceptionnel qui nous rejoint sur le podcast L'art de l'astrologie. Je suis vraiment très flattée en fait que vous ayez accepté l'invitation parce que avoir cette conversation avec vous, c'est vraiment une belle opportunité pour moi. Aujourd'hui, on va parler des connexions entre l'astrologie et le monde religieux, donc voir un petit peu quelle est l'histoire commune en fait de l'astrologie dans les religions et son lien. Mais juste avant de commencer, on va peut-être un peu parler de votre parcours. Denis, savoir, comment est-ce que
vous avez fait la rencontre de l'astrologie qui est au final devenue votre vie? Bonjour Annabelle, merci de m'avoir invité. Alors, l'astrologie, c'est une vieille histoire. Comme je dis parfois à mon conjoint, le jour où je pousserai mon dernier souffle, ça c'est quand je veux l'énerver. Je lui dis, à propos de l'astrologie, nous nous sommes tant aimés. Bien. Plus sérieusement, j'étais. Alors, je suis né tout à fait accidentellement à Paris. Je dis accidentellement parce que c'était au hasard des mutations professionnelles de mon père. J'étais très gravement malade tout de suite à la naissance, des suites de l'accouchement, une septicémie, etc. Donc, j'ai été expédié chez mes grands-parents à la campagne, qui étaient paysans. Voilà. Et, en sachant pas si j'allais survivre ou pas, mais l'air était bien meilleur que l'appartement insalubre que mes parents, qui n'avaient pas beaucoup d'argent à l'époque, habitaient. Et ma grand-mère me racontait toujours que lorsque j'ai su marcher, la nuit, elle venait dans la chambre et puis elle me trouvait pas dans le petit lit et elle allait dans le jardin et là, elle me trouvait en train d'applaudir la lune. Voilà. Donc C'est trop mignon. c'est voilà exactement. Alors quand beaucoup plus tard je suis devenu astrologue, elle était encore vivante. Bon, c'était une femme de la campagne et alors astrologie, astronomie, tout ça, c'était un petit peu confus dans sa tête, mais elle disait bon, ça m'étonne pas. Quand il était petit, il applaudissait la lune. Voilà, ça c'était resté la phrase qui m'avait marqué. Plus tard, quand j'avais 11-12 ans, à l'époque, il y avait beaucoup d'illustrés qui étaient publiés toutes les semaines ou tous les mois. Il y en a un qui m'intéressait particulièrement, c'était justement sur Ivanhoé. Alors, pas tellement parce que Ivanhoé m'intéressait, mais parce qu'il y avait Merlin l'Enchanteur qui apparaissait au milieu. Voilà. Et je lisais des phrases du genre le chevalier est blessé chez les hommes du Nord parce que son étoile a pâli dans le ciel. Et puis je me disais, mais puisqu'on pouvait le faire à l'époque, on doit bien pouvoir toujours le faire maintenant. Et c'est comme ça que petit à petit, je suis arrivé à l'astrologie. Alors après, j'ai acheté les revues populaires. C'est pour ça que j'ai toujours pris la défense de l'astrologie populaire. Parce que certains astrologues jouent aux évolués supérieurs. Or, je regrette, c'est comme en religion. Hein. Quand il n'y a plus de religion populaire, 30 ans après, il n'y a plus de religion du tout. Parce qu'on a tous commencé comme ça. Donc, Moi la première aussi. voilà, exactement. Donc, alors on peut faire une astrologie populaire intelligente, mais à l'époque, il y avait des revues. Il y avait la revue Astral, il y avait la revue Astre, il y avait Horoscope, etc. Et dans ces revues, à l'époque, il y avait des petits articles techniques. Vénus dans les maisons, les planètes en aspect, donc, et qui étaient mélangés avec plein de pubs pour la voyante du coin. Mais moi, je découpais les articles, je les mettais dans un classeur, et puis c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à me débrouiller. Voilà. Après, j'ai acheté ben, mes premiers livres d'astrologie. Donc, on trouvait surtout André Barbeau parce qu'il était diffusé par les éditions du Seuil, donc facile à trouver. Et bon, j'habite Saint-Étienne à 50 km de Lyon. Et dès que j'avais 3 sous, je faisais du stop pour aller à Lyon, à la librairie ésotérique. Et puis là, j'achetais un livre d'astrologie. Voilà comment ça s'est passé au départ. Ensuite, j'ai été un petit peu plus exigeant, c'est-à-dire qu'il y avait tout un courant qui commençait à exercer une certaine forme de dictature en expliquant qu'il n'y avait pas d'autre astrologie que l'astrologie psychologique. Alors, j'ai rien du tout, je le dis tout de suite, contre les applications psychologiques de l'astrologie. Le problème, il est quand on dit il n'y a rien d'autre. Voilà. Donc, parce que Vénus, c'est peut-être votre capacité affective, mais c'est aussi la rose de votre jardin. Saturne, c'est peut-être votre capacité à être responsable, mais c'est aussi la cave de votre maison. Donc voilà, c'est-à-dire que et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Donc il faut aussi une astrologie qui soit incarnée. Et on avait déjà un peu de mal à trouver des livres, sauf des livres un peu plus anciens, Volguine, Gouchon, etc., qui a une vision, j'allais dire, holistique de l'être humain, c'est-à-dire qui ne réduisent pas l'être humain à son petit moi. Voilà. Et
du coup, j'allais souvent en Angleterre dès que j'avais des vacances, et là, il y avait, 2 ou 3 librairies ésotériques, qui vendaient notamment, une revue indienne, l'Astrological Magazine de Raman. Et puis, j'achetais ces revues quand j'allais à Londres, et à ma grande surprise, je voyais que là, on avait une astrologie concrète, sans le moindre complexe, et que cette astrologie faisait tout ce qu'on m'expliquait qu'on ne pouvait pas faire, ici. Ouais, d'où mon intérêt à ce moment-là pour, l'astrologie de l'Inde. Pour me rendre compte après, comme j'ai toujours été passionné par l'histoire, quand je me suis mis à vraiment à travailler sur les textes anciens, qu'on avait l'équivalent en Occident, même si ça avait été un petit peu mis sous le boisseau. Bon, vous jouez quand même la carte de l'humilité là, hein. Là vraiment, là, il y a beaucoup d'humilité. Ah, j'ai Saturne dans le signe ascendant, alors on se refait pas. Ah oui, parce que vous êtes formé en Angleterre? Alors, j'ai été, membre très longtemps, quand je dis très longtemps, mon premier métier, je travaillais pendant 10 ans, j'étais enseignant pour enfants handicapés mentaux. Ouais. Mais ça veut dire aussi que j'avais les congés scolaires, et quand j'avais les congés scolaires, j'allais à Londres, où j'avais, beaucoup d'amis, et j'étais membre d'une des 2 grandes associations, anglaises. Alors il y a l'Astrological Association, on va dire, qui est plutôt à caractère scientifique, statistique, et puis il y avait l'Astrological Lodge of London, qui était à l'origine la branche astrologique de la Société théosophique. Ça avait été fondé par Alan Leo, le suivant c'était Charles Carter, donc des gens qui ont laissé des ouvrages. Ouais, et moi, j'étais membre de ce courant-là. Donc là, j'ai appris énormément. Je pourrais raconter des tas d'anecdotes sur Ce cette sera pour époque. un autre épisode si vous le voulez bien. Voilà. J'aimerais bien savoir parce qu'Alan Léo, c'est lui qui a aussi popularisé l'astrologie, enfin, qui a créé le revival de l'astrologie, quoi. Ah, tout à fait, tout à fait. Et puis la Société théosophique a fait un boulot extraordinaire dans cette direction-là. Et puis, donc ça, c'était pour l'Angleterre. L'Angleterre, ouais. Ouais, donc l'Astrological Lodge of London, et après, eh bien, j'ai suivi, des cours, alors des cours avec l'Inde, des cours avec les États-Unis, alors avec des astrologies très variées. L'Inde, donc c'est hyper conservateur comme forme d'astrologie. D'ailleurs, elle est enseignée dans 22 universités maintenant en Inde, mais c'est les universités de sanskrit, c'est-à-dire on travaille sur les textes, sanscrits, et puis en même temps, je pouvais suivre les cours avec Charles Emerson qui était aux États-Unis, c'était l'école de Hambourg, donc avec 18 planètes, tous les aspects multiples de 22 et demi, avec des équations, etc. Voilà, c'est-à-dire en fait, tous ces grands aspects de l'astrologie m'intéressaient. Et j'ai suivi les cours d'astrologie horaire d'Olivia Barclay, qui, là aussi, je pourrais raconter moult anecdotes sur Olivia Barclay. Et Olivia Barclay, à l'époque où justement, il y avait cette sorte un petit peu de dictature qui s'exerçait contre l'astrologie prévisionnelle et contre l'astrologie horaire, elle avait photocopié à la British Library le traité de William Lilly du XVIIe siècle, et puis elle le vendait sous le manteau en nous disant j'organise la résistance, j'organise la résistance. Voilà. Voilà. Mais c'est génial. Et pour l'anecdote, Olivia Barclay qui avait un caractère très trempé, dirons-nous. Et j'étais en train de suivre son cours. Alors, il faut dire, là, vous dites que, que j'aime pas me vanter. Mais enfin, sur les 450 inscrits, il y a eu moins de 40 diplômés, hein. Il y avait que 12 leçons, enfin 12 devoirs, mais elle était d'une exigence absolue. Par exemple, elle vous donnait 5 thèmes horaires, et si un des thèmes était faux, vous en aviez 5 à la place. Ce qui veut dire que si les 5 étaient faux, c'était 25 thèmes. Voilà. Et alors, son diplôme, ça s'appelait QHP, Qualified Horary Practitioner. Et quand on râlait en disant qu'on n'en peut plus, elle nous disait The QHPs are always right. Voilà. C'est-à-dire, ces diplômés, ils tombent toujours juste. Et donc, une année, elle habitait près de Douvres. J'allais en Écosse en vacances avec mon ami. Et je lui ai demandé si je pouvais passer boire le café. Pas de problème. Vous pouvez même dormir à la maison. Très sympa, etc. Et je l'avais envoyé quelque temps avant un devoir.
j'ai conduit de Saint-Étienne à Douvres, donc à peu près 15 heures d'affilée, mon ami ne conduisant pas, donc 15 heures d'affilée, et on arrive chez elle à 23 heures, exténué, et je suis rentré, j'avais 42 ans à l'époque, hein. Ouais. Donc rentré, elle nous a fait un café, et tout de suite après, elle m'a pris par le col comme ça. Elle a pris mon ami par le col aussi. L'ami, elle l'a collé devant une télé avec un film sur les pyramides. Moi, elle m'a donné un crayon, elle m'a sorti le devoir et elle m'a dit, vous n'irez pas vous coucher tant que vous n'aurez pas fait juste. Et Denis Labouré, du haut de ses 42 ans, comme un petit garçon, faisait son devoir pendant que mon ami se gondolait de son côté. À regarder les pyramides. Voilà. Et Olivia Barclay, quand elle est décédée, il y avait un de mes amis qui était présent. Elle s'est relevée sur son lit et puis elle a fait goodbye et elle est retombée. C'est- voilà, c'est des personnages. C'est incroyable. Ouais. Voilà, donc ça fait simplement pour donner l'exemple d'un professeur d'astrologie euh, qui est une grande dame. Voilà. Donc, Hors norme, hein, voilà. on peut le dire. C'est fascinant. Je vous envie là. Je vous envie trop. Ah ouais, c'est génial. D'ailleurs, on fait un petit résumé, donc astrologie horaire, Oui, ça c'est ma grande passion. voilà. Astrologie, on a astrologie horaire, astrologie prévisionnelle, on peut le dire? Oui, alors en fait, Mais c'est l'horaire en fait. C'est alors une autre façon de faire du Alors, on fait du prévisionnel sur le thème natal. L'astrologie indienne est très très commode pour ça, d'ailleurs, hein. Mais disons que, voilà, j'ai- j'aime beaucoup le prévisionnel. Voilà. Alors, le prévisionnel, on peut le faire avec le thème natal, on peut le faire avec l'astrologie horaire, mais mes, mes vrais amours vont à l'astrologie horaire. Voilà, parce que qu'elle soit indienne ou occidentale. Parce que c'est un vrai travail de détective, c'est fabuleux. c'est un jeu de piste un peu, hein. C'est un jeu de piste, c'est-à-dire que si vous avez, vous cherchez par exemple une personne disparue, euh, eh bien, vous avez un thème et vous devez maîtriser toutes les associations d'idées pour les planètes. Vous pouvez faire des choses qui sont, comment dire ça, qui n'ont pas de charge émotive et qui sont passionnantes. C'est-à-dire qu'un objet perdu, on va prendre un exemple. Bon, il va être représenté par le maître de la maison 2, puisque la maison 2, c'est vos biens. Bon, eh bien, si le maître de la maison 2 est à 29 degrés du signe, d'un signe, ça veut dire qu'il est contre le mur, c'est contre une cloison. Voilà, que si ce significateur, ce maître de 2, il est rétrograde, l'objet est derrière quelque chose. Ça veut dire que s'il est conjoint au soleil, il est à côté du radiateur ou de la chaudière, donc, ou d'une source de lumière. Voilà, et vous jouez comme ça, c'est fantastique. C'est incroyable. Oui, c'est un niveau aussi de ramener à l'astrologie à une dimension extrêmement concrète, qui passe à un autre, c'est encore un autre niveau. Ce que j'aime beaucoup avec l'astrologie horaire, que je ne maîtrise pas, hein, au demeurant, mais c'est, l'histoire. Souvent, l'astrologie est un théâtre, donc souvent, effectivement, quand on voit d'ailleurs au niveau prévisionnel et qu'on analyse, on voit aussi les planètes comme des individus et on sort, comme on disait, de c'est l'ego, c'est juste il s'agit juste de notre histoire ou de notre monde intérieur et on sort de cette perspective-là et on voit aussi on prend une distance et on voit aussi les enjeux qui s'opèrent, mais aussi d'un point de vue extérieur à nous. Et avec, l'astrologie horaire, on passe encore un autre niveau, quoi, sur cette dimension. De toute façon, je pense que quand on maîtrise l'astrologie horaire, on devient un meilleur astrologue au natal et pareil, quand on maîtrise l'astrologie prévisionnelle, on devient encore un meilleur, astrologue au natal parce qu'on voit des choses, ça ouvre des portes. Et là où on rejoint le spirituel, c'est que le spirituel n'est pas un discours, c'est une expérience. C'est-à-dire que chaque astrologue, il a fait l'expérience à un moment donné où ça coule. Ouais. Alors, c'est pas de la voyance, j'ai rien contre la voyance, mais c'est pas de la voyance parce que ce qu'il dit s'appuie effectivement sur la configuration. Mais parmi les multiples attributs de la planète, de la maison, etc., spontanément, il choisit la bonne. Voilà. Et dans ces moments de C'est ça. grâce, il sait que ce qu'il dit est juste avant même que son consultant le lui confirme. Et si dans ce moment-là, il se dit, ah, je suis bon aujourd'hui, il faut que ça continue, c'est mort.
Voilà. Donc, là est le spirituel de l'astrologie, véritablement, hein. C'est la même chose pour 2 champions de tennis, hein. Celui qui gagne, c'est celui qui fait spontanément le geste juste et s'il a une réflexion du mental et pour ça, il faut qu'il ait appris le tennis, hein, on ne peut pas Oui, s'en aussi. dispenser, voilà, Ouais. parce qu'il le maîtrise. Mais à un moment donné, il s'oublie lui-même et il fait spontanément le geste juste. Voilà. Et si à ce moment-là, il fait un recul mental sur lui-même, là c'est bon, je vais gagner, il retombe dans la médiocrité. C'est vrai pour un musicien, c'est vrai pour tout le monde. Faut sortir du trop mental aussi. Faut se laisser, faut transporter. Il y a Voilà. quelque chose où on s'en Et remet aussi à quelque chose ouais, il faut de se spirituel. disposer à recevoir et c'est ce que je dis à mes nièces, hein, je dis: «Vous êtes connectés à droite, à gauche, devant, derrière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez connectés verticalement. Après, la marque de l'opérateur, je m'en fous, hein». Donc mais l'important, c'est la connexion. Alors que comme, les amis qui vont écouter cet enregistrement pratiquent tous un petit peu l'astrologie, Ouais. je vais leur donner un petit secret justement, hein. En astrologie horaire, l'astrologie horaire représente la situation dans laquelle on se trouve pour le moment où le thème est tressé. Donc vous êtes la personne qui pose la question, vous êtes donc dans quelle maison? La une? Voilà. Je Mais vous entends. l'astrologue qui vous fait face, il est dans quelle maison? Le descendant? Voilà, la maison 7. Oui, En donc c'est astrologie, le message, l'information, c'est quelle maison? la maison 3. Voilà. Ouais. Donc le message que délivre l'astrologue, ça va être la troisième comptée de la 7, c'est-à-dire la maison 9. Or, c'est la maison du Dieu. Magnifique. Voilà, c'est ça le branchement. Magnifique! Deus chez les latins. Magnifique. Ouais. Oui, ça après, ça, c'est vrai qu'on dans l'astrologie moderne, on sait que c'est l'astrologie spirituelle, mais c'est vrai que dans l'astrologie traditionnelle, c'est littéralement la maison de Dieu. Enfin voilà, Exactement. c'est Donc, dit de manière beaucoup plus, synthétique. qui parle voilà, à ce moment-là, c'est ça. Ouais, parce que je veux dire par là que c'est pas un discours sur les dettes karmiques ou je sais pas quoi. C'est un état, le C'est pas la spirituel. 8. C'est pas Voilà, la 8. Ouais, ça, c'est un faut état. ouais, complètement. Non, non, il y a une part, il y a une part d'intangible, il y a une part, justement qui sort de la technique. Enfin, je veux dire, sinon tout le monde serait excellent. Enfin, il y a quand même autre chose qui se joue, dans la pratique de l'astrologie. Ce qui Comme nous disait amène Jérôme Cardan, donc astrologue célèbre, donc mais c'est en même temps celui qui a inventé le joint de cardan pour les bagnoles, hein. Enfin, c'était pas fait pour les bagnoles au départ. Voilà. Donc mais Jérôme Cardan, il avait écrit, «Il y a dans l'homme quelque chose qui l'aide à deviner». Voilà. Il y a un quelque chose de céleste qui l'aide à deviner. Voilà exactement la phrase. Voilà. Et ça, et ça, vous savez, c'est comme dans la Bible, il y a le livre de la sagesse. C'est comme cette sorte d'intuition très particulière. C'est comme une belle demoiselle. C'est-à-dire, à chaque fois que vous voulez absolument la saisir, là, je veux que ça marche, je veux que ça marche, elle s'enfuit, ça marche pas. Voilà. Et puis quand vous faites mine de pas vous y intéresser, mais que et là, ça revient. Voilà. Donc c'est quelque chose qui nous échappe et dont on n'a pas la maîtrise par la volonté. Donc on ne peut faire qu'une chose, c'est se disposer à recevoir. il y a une sorte de confiance aussi. C'est ça, c'est Il y a ça. une confiance à instaurer et se laisser porter et savoir aussi, comprendre que ça existe et se laisser posséder et c'est honnêtement, quand on fait une séance, notamment, oui, prévisionnelle ou horaire, on débranche complètement. Enfin, moi, il est 3/4 du temps, je me souviens même pas de ce que j'ai raconté. Souvent, on me dit: «Oui, il y avait eu ça, il y avait eu ça». On se laisse habiter, c'est comme si on est en anglais, il y a in the zone, on rentre dans un Mmh. espace, on rentre dans un autre espace et on voilà, on se laisse, on voilà, on J'avais partage. j'ai eu très longtemps un ami qui est décédé maintenant, un ami anglais, qui était remarquable en astrologie, mais qui a eu un défaut, c'est qu'il n'a pas écrit grand-chose, hein. Voilà. Donc du coup, il y a que ce qui a été transmis oralement qui peut survivre, et un jour dans la voiture, il me disait: «Pour que ça marche, il faut que l'astrologue ait la foi dans son astrologie» et là, ça me permet de parler encore d'une autre expérience. Chaque astrologue a l'expérience de
de faire une interprétation, et avec une certaine technique, un certain procédé avec lequel il se sent à l'aise. Et puis les années passent et dans son cheminement, c'est un autre procédé qui peut après prendre le dessus. Eh bien, le premier procédé se met à ne plus marcher. C'est-à-dire que quelque part, il y a quelque chose qui n'est si c'était uniquement les règles, les ordinateurs Oui, vous le interpréteraient fait. les voilà, le feraient. Voilà. Il y a quelque chose d'autre. Encore une autre expérience qui est taboue dans le milieu astrologique, chaque astrologue a fait l'expérience d'avoir fait une interprétation brillantissime et quand le consultant est sorti, il reprend le thème et il s'aperçoit qu'il s'est trompé dans ses calculs. Ben, Ça, tous ça, les tous les astrologues l'ont on fait a ça. tous vécu ça. Voilà. C'est clair. Et même pire, c'est que si jamais il dit bon, je vais refaire l'interprétation avec un thème juste, eh ben, il sera moins bon le gars. Voilà, parce que il y a plus cette autocommunication de quelque chose qui se produit. Souvent, il y a on peut se tromper, d'année, par exemple. Donc et ce qui est intéressant, c'est que souvent, il y a des placements similaires, il y a le même ascendant, mais il y a des choses qui changent quand même, qui font que le thème n'est pas voilà. Mais c'est étonnant, c'est comme si ce thème qui remonte peut-être avant la naissance ou qui se passe 2 3 ans après ou quoi, s'était imposé et mine de rien, les informations sont quand même, tout à fait pertinentes. C'est clair. Vous avez Marie-Louise von Franz qui était vraiment disciple de Jung et fidèle disciple de Jung. Je dis ça parce que il faut savoir que les textes de Jung sur la divination, dans les traductions françaises, ont été empêchés pendant des décennies. Hein. C'est-à-dire, il fallait donner une image de Jung bien propre sur soi, bon, et alors qu'ils existaient en allemand. Et Marie-Louise von Franz a fait un livre qui s'appelle Psychologie de la divination. Elle donne une anecdote très intéressante, c'est-à-dire que elle voulait en avoir le cœur net sur l'astrologie. Donc elle était à Vienne, elle a sélectionné 10 astrologues par bouche à oreille dont on savait qu'ils tenaient la route, et elle est allée voir. Conclusion, il n'y en a pas deux qui m'ont dit la même chose, mais les 10 avaient raison. C'est tellement ça. Oui, oui, il y a c'est ça, il y a une part de subjectivité et c'est juste une autre facette, mais avec notre style. C'est pour ça que moi Voilà. j'appelle souvent ça, l'art de l'astrologie parce que on va jouer une partition, mais enfin, c'est comme, voilà, 10 pianistes. On va pas mettre, Et les quand, mêmes, et tonalités. quand vous lisez les textes anciens avec finesse, par exemple, à un moment donné, William Lilly, donc au XVIIe siècle, en astrologie horaire, bon, il est en train d'examiner un thème, et puis il écrit La sagesse et l'art me permirent de dire. Il faut faire très attention aux mots, au sens qu'ils ont à cette époque. L'art, c'est la technique, hein, c'est les arts et métiers, artifex, artisan, L'artisanat, ouais. c'est le même mot à l'origine. Hein. Bien. Donc ça, c'est la technique. Ça veut dire qu'il faut maîtriser la technique, on ne peut pas s'en dispenser. Moi, quand on me dit, moi, j'ai pas besoin d'étudier la technique, c'est comme je sens, je demande à la personne si elle a choisi son dentiste selon les mêmes critères. Hein. Bon. Donc, et de l'autre côté, la sagesse. La sagesse, c'est Sophia en grec. Or, le mot sagesse, à l'époque, ne désigne pas le bon sens. Le mot sagesse, c'est une référence biblique pour ces gens-là. C'est une intuition qui vient d'en haut. Voilà. C'est une inspiration qui vient d'en haut. Donc, il est en train de dire, voilà, je fais ma déduction, ma conclusion, mon interprétation, et cette interprétation, elle résulte de la jonction de ma maîtrise technique et de l'inspiration qui vient d'en haut. Et toute l'astrologie est là. Magnifique. Je suis passionnée là, vous m'avez complètement, vous m'avez mis, dans un état de sidération, donc j'adore ce genre de conversation. Ce qui nous mène à la dimension spirituelle de l'astrologie qui est souvent, voilà, niée, qui est souvent, réprimée ou en tout cas qui, c'est difficile de laisser, cet aspect de l'astrologie vraiment évoluer parce qu'il y a une sorte de maintenant c'est l'astrologie, c'est vrai que c'est devenu un divertissement. Alors ça a toujours été un divertissement, je pense, plein de manières, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de déni autour de la dimension totalement spirituelle et aussi de l'astrologie, dans la volonté de la fier à une forme de science, vérifiable ou à comme on disait, à une dimension de science, enfin, comme de la psychologie ou Puis il y a beaucoup de gens qui réinventent l'astrologie pour ne pas avoir à l'étudier. Hein. Je veux dire, imagine-t-on un musicien
qui n'aurait jamais étudié une œuvre d'avant mai 68. Je veux dire, c'est absurde, ou un peintre, c'est absurde. Donc il y a des grands, il y a des monuments, des maîtres passés, et comme disait Saint Bernard, voilà, si je vais plus loin que les maîtres passés, c'est parce que je suis juché sur les épaules, leurs épaules. Hein. Et les anciens connaissent cet aspect spirituel. Les textes indiens sont encore plus clairs là-dessus, c'est-à-dire que si par exemple vous êtes en pleine consultation, eh bien des textes indiens comme le Prashnamarga vous dit tout ce qui se passe dans cet univers pendant l'acte de consultation est signifiant. C'est-à-dire un objet qui tombe, un bruit à l'extérieur, et c'est signifiant, et l'astrologue doit le prendre en compte. C'est-à-dire qu'on est là dans il n'y a plus de dedans et de dehors, il y a simplement un état où tout ce qui survient dans l'univers est un message de l'univers envers moi-même. Et l'astrologue indien ne va avoir aucun complexe à changer son interprétation parce que quelque chose vient de se produire au cours d'interprétation, c'est-à-dire la tasse de café tombe et se casse, il va rectifier son interprétation. Incroyable. Ça, Voilà. je ne savais pas. Vous allez avoir aussi, à l'époque, évidemment, les thèmes sont tracés à la main, hein, ce ne sont pas des hiéroglyphes trachés par une imprimante. Et alors, souvent, c'était par terre et on avait un bâton. Voilà. Eh bien, si le bâton casse, ça signifie quelque chose. Ça veut dire que si le trait, ça rencontre une pierre et que le trait ne se marque pas à un certain endroit, ça signifie quelque chose. Voilà, c'est-à-dire en fait, on se met dans un état très particulier. La science du respire également, c'est-à-dire la narine qui se met à respirer le mieux ou le moins bien est en soi signifiante. Vous avez le Shiva Shvarodaya, qui est un texte, la divination par le respire, et que des vrais astrologues utilisent aussi. C'est-à-dire ce qui se passe au niveau corporel chez l'astrologue a un sens. Donc on n'est pas du tout dans une sorte de science naturelle purement objective. Ça n'existe pas, ça, en astrologie. C'est vrai que de toute façon, on le voit, hein. Enfin, moi, typiquement, sur certains aspects ou des choses que je trouve, enfin, des fois, quand je chronique des moments et que j'ai j'ai des pressentiments ou j'ai, voilà, un point de vue sur certaines choses, j'ai la voix qui se casse. Moi, c'est tout le temps ça. J'ai tout le temps ma voix qui va s'altérer ou tout de suite, j'ai un voile qui va se mettre sur la voix, des choses comme ça. Et je pense que tous les astrologues vont des fois avoir des ressentis ou des choses très fortes. C'est juste que je pense qu'en Occident, on n'est pas, on n'est pas accompagné sur cette dimension-là de la pratique, quoi, voilà. Donc déjà, on n'est pas très accompagné sur, le côté historique. Enfin, pour moi, vous êtes le seul astrologue en France travaille sur ce savoir comme ça encyclopédique, du passé et cetera. Et en plus de ça, on n'a pas non plus cet accompagnement pour aller accueillir cet état, en fait, qui est second, dans, la lecture du thème astral. Cet état un peu altéré de réceptivité, quoi. Cet état autre, on n'est pas dans notre, normalité, quoi, la plus, absolue. Alors après, effectivement, il y a des raisons historiques à ça. Alors, une première raison, c'est que aucun astrologue médiéval, par exemple, n'aurait été athée. Ça ne vient pas l'idée. C'est-à-dire, en fait, comme il baigne dans une pratique et une atmosphère religieuse, il ne se pose même pas la question. C'est-à-dire, son astrologie est partie intégrante de ça. Ensuite, il y a l'autre raison qui est une raison historique, c'est que ce soit pour l'islam ou que ce soit pour le christianisme, l'astrologie a été acceptée sans aucun problème, et je dis bien sans aucun problème, y compris par les plus grands docteurs de l'Église, saint Thomas d'Aquin, saint Albert le Grand, etc., à condition que ce soit une branche des sciences naturelles, voilà, et non pas un procédé divinatoire. Donc tous les astrologues vont s'engouffrer dans la brèche, évidemment. Donc ils vont se mettre à parler d'influence astrale, voilà, d'influence des astres, alors que pour les platoniciens, les astres ne sont pas la cause, ils sont le signe.
Voilà, c'est toute la différence. C'est-à-dire que d'un côté, on étudie les influences physiques des astres sur l'être humain. De l'autre côté, on dit voilà, quand l'horloge de la cour de l'école marque 16h30, les enfants sortent. Ce ne sont pas les aiguilles de l'horloge qui font sortir les enfants. Ouais. C'est-à-dire que, comme l'écrivait Plotin, l'univers est comme un gigantesque organisme vivant, et de la même façon que à partir de l'œil, je peux avoir des renseignements sur le foie, et bien de la même manière, à partir de la position des astres, je peux avoir des renseignements sur autre chose, un être humain, ou la croissance d'une salade, hein, ou le départ d'une fusée. Donc, on a, Coexistent. voilà, c'est en fait un, oui, voilà, c'est un organisme vivant, et l'astre est le signe. Voilà, il n'est pas la cause. Alors, ça crée des conséquences considérables. Par exemple, si je dis bon, faites attention parce qu'il y a des risques pour votre emploi l'an prochain, et que la boîte ferme parce que la boîte fait faillite, c'est pas votre comportement qui a fait fermer la boîte. C'est pas vous qui avez démissionné. Donc l'influence physique des astres sur vous ne peut pas expliquer ce pronostic. Voilà. Donc ceux qui vont adhérer réellement à cette vision-là vont dire on ne peut pas faire de prévision. Et ils vont s'en tenir. Par contre, l'influence des astres sur vous, on peut imaginer que ça contribue à modeler votre tempérament, vos réactions physiques, psychiques, etc. Mais quelque chose qui est extérieur à vous, ça ne peut pas l'expliquer. Voilà. En revanche, si l'astre est le signe et non pas la cause, c'est complètement différent. Parce qu'à ce moment-là, le thème décrit mon univers. L'univers qui est dans ma conscience et mon champ mental, dont le corps, dont la psychologie, mais mon univers, j'ai des parents, Oui, j'ai un les personnes conjoint, dans ma vie, voilà, des mon personnes, partenaire, ma voiture, hein, oui, donc aussi, aussi, le mur, dans ma cave. voilà, exactement, c'est-à-dire que c'est mon monde, et il faut bien voir, il faut bien voir ces notions d'analogie. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure hors micro, c'est-à-dire que euh, le Saturne, c'est mon squelette. C'est pas que mon sens de la responsabilité. Saturne, c'est la cave de ma maison. Donc, si c'est un objet perdu, peut-être que ça va me renseigner, peut-être que ça va me donner une info. Moi, pour des personnes disparues, j'ai été consulté par la police. Donc, ça c'est arrivé. Voilà, Vénus, c'est la rose de votre jardin, comme je disais. Voilà, c'est-à-dire que c'est tout mon univers euh, qui est une figure de style, une métaphore d'un jeu que je lis aussi avec les planètes, mais ce n'est pas les planètes qui le causent. Ces planètes sont une autre écriture, une autre langue pour ce que je vis dans mon univers. C'est une correspondance, enfin, il y a comme aussi le côté miroir, enfin, Oui, dimension, c'est une langue de reflet. étrangère, c'est une langue étrangère avec un vocabulaire et une grammaire. Euh, Mais de la même manière que ma vie de tous les jours est elle-même un langage, est elle-même un discours. C'est magnifique. Non, mais il y a une dimension, c'est vrai, là, à ce niveau-là, c'est une certaine spiritualité, qu'on a vraiment perdue, ne serait-ce que moi, ce qui me touche avec ça, c'est aussi la dimension de enfin se reconnecter à son environnement. Je pense que c'est la dimension qui pêche un peu dans une astrologie peut-être, trop auto-centrée ou peut-être un peu trop psycho, de se recentrer sur nos mécanismes à nous intérieurs. C'est de sortir de cet état d'esprit, de dire: «Non, mais en fait, c'est plus vaste que ça». Quand je veux, dans un cours, déconditionner un petit peu ceux qui viennent, je leur dis voilà, bon, voilà un thème. Uranus est pile sur le milieu du ciel, mais alors pile. Bon, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Alors j'ai tout de suite droit à tempérament nerveux, révolutionnaire, etc. Ben non, c'était le moment où la bombe atomique d'Hiroshima a explosé. Et c'est-à-dire que le thème, dans le thème, il n'y a ni un caractère, ni des événements. Dans le thème, il y a des planètes, il y a des archétypes, il y a des symboles. Ouais, et ces symboles, on les traduit par rapport à un réceptacle donné.
C'est-à-dire que si j'ai Lune conjoint Saturne, ça peut-être être la mer castratrice, mais si c'est le démarrage d'une fusée, ça peut aussi être le liquide de refroidissement. La Lune pour le liquide et Saturne pour le froid. Et c'est là que tout le travail de l'astrologue rentre en jeu et où son intuition aussi rentre en jeu. Donc le thème ne contient rien en termes d'interprétation. C'est l'astrologue, il est dans la même situation qu'un musicien face à une partition. Donc, et là, après, l'interprétation de la partition, elle peut être calamiteuse, elle peut être inspirée. C'est dans l'opérateur que ça se passe. Ouais et puis, cette versatilité, cette adaptabilité aussi, je pense, de l'astrologue, par exemple, il y a certaines connexions que vous faites propres justement à l'astrologie horaire qui, moi, me sont complètement étrangères parce que je maîtrise pas l'astrologie horaire, et voilà, ça c'est des choses en fait, on gagne encore une fois en lecture de notre environnement en fonction des types d'astrologie qu'on pratique et l'astrologie horaire sur cette dimension extrêmement concrète qui sort de cette individualité psychique ou émotionnelle, c'est un des meilleurs outils pour maîtriser, justement l'astrologie dans cet environnement, tangible, d'une manière, qui sort de notre réalité, intérieure, on va dire. Donc ça me donne envie du coup de de commencer à m'y pencher vraiment Ouais. plus précisément. Et je crois qu'il faut aussi vraiment distinguer entre destinée et fatalité. Parce que ce sont 2 mots qui sont contraires l'un de l'autre. Parce qu'on va lire, oui, l'astrologie prévisionnelle et fataliste. D'abord, heu, c'est vraiment ne jamais avoir lu le moindre traité traditionnel, depuis Ptolémée qui explique que les Égyptiens ne nous auraient pas laissé autant de moyens de pouvoir contrer les influences astrales, s'ils avaient pensé que, tout était déterminé, en passant par les exorcismes babyloniens, les talismans médiévaux, la psychothérapie, il n'y a rien de fataliste, là-dedans. Les Grecs disaient seuls les héros, alors pour eux les héros c'était les gens qui s'étaient transcendés. Seuls les héros ont une destinée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je parle, je suis en fait mu par des conditionnements et des programmations. Ne serait-ce que le langage que j'utilise, le chinois aura pas la même logique sous-jacente. Hein. Bon, donc il y a des programmations. Ça, c'est la fatalité. Et ces programmations ne sont pas vraiment mon identité véritable. C'est le résultat de tout ce que j'ai vécu et puis de ma biologie aussi. Si je prends un musicien, un violoniste, j'écoute le violoniste et puis je dis là il jouait divinement bien. Eh bien ça veut dire que il s'était oublié lui-même. Si je dis il n'était plus lui-même, c'est là que je me trompe. Il était enfin lui-même. C'est-à-dire qu'il était passé au-delà des programmations, des mécanismes, des automatismes, et il était vraiment à sa juste place. Il était habité comme on Ouais, il dit, était habité, mais par lui-même, par lui-même, par son vraiment, ouais. identité véritable. Donc il était branché. Bon, eh bien, ça, la destinée, c'est ça, c'est cet état-là. Donc il s'agit pour nous de justement de passer de la fatalité à la destinée, c'est-à-dire de trouver cette position où le choix n'est même plus nécessaire. Voilà. Où je fais spontanément le choix juste, le geste juste. Parce que pour la plupart des gens, libre arbitre, ça veut dire quoi? Ah, je veux avoir le droit de choisir entre ceci et cela. Vous hésitez, mais il y a belle lurette que tous ceux qui vous connaissent savent ce que vous allez finir par choisir. Il y a vous qui ne le savez pas. Quand mon père est mort en 98, ma mère avait décidé de changer la voiture. Il avait une grosse voiture, ça n'allait pas du tout à ma mère. Bon. Donc, elle change sa voiture. Et puis, à la même époque, je changeais moi aussi de voiture et je vais voir ma mère. Et je garde ma voiture derrière la sienne. Quand j'ai choisi ma voiture, c'était une Clio, et puis le garagiste, il m'a donné le choix entre toute une palette de couleurs, j'achetais neuve, hein, donc toute une palette de couleurs. J'ai longtemps hésité entre la bleue, la verte. Bon, finalement, j'ai pris la verte et puis un certain vert. J'arrive, je me garde derrière la voiture que venait d'acheter ma mère. C'était une Clio et du même vert. Voilà. Donc, là, ma notion de libre arbitre en a pris un coup. Parce que j'ai choisi, et j'ai choisi librement. Donc, je crois que la vraie question n'est pas je suis libre, je suis libre, je suis libre. La vraie question, c'est puis-je devenir libre et comment? Voilà. Et ça, c'est un cheminement corporel, un cheminement psychique, un cheminement spirituel, mais c'est un cheminement.
quand on lit les textes traditionnels, il faut revenir aux sources de la façon dont c'était réfléchi à l'époque et il y a une autre traduction qui est littérale et il y a la traduction aussi contextuelle de l'époque, comme vous l'avez dit aussi avec William Lilly. Donc c'est des choses à saisir et à comprendre sur cette notion de libre arbitre qui était totalement différente aussi, à l'époque, quoi. Ouais. Et à l'époque, on utilise beaucoup les élections, c'est-à-dire le choix du meilleur moment pour faire la chose, parce que c'est justement l'antidote. Si vous, Aussi. voilà, si vous avez un thème qui est calamiteux sur le plan sentimental, ben, ça peut arriver. Il y a des gens où c'est calamiteux le plan sentimental. Bon, eh bien, euh, à ce moment-là, vous pouvez faire votre cérémonie de mariage à une date où les configurations font antidote par rapport au thème natal. Voilà. Et ça, c'était la grande méthode classique. Ouais, c'est quand même courant, hein. Moi, je regarde quand même, Ouais. quand je fais des choses quand même, globalement. Je m'y intéresse et puis ça pose une intention. Après, il faut pas non plus tout, enfin, je veux dire, c'est ridicule de rentrer dans une obsession du tout contrôle ou quoi que ce soit. Mais c'est intéressant aussi de poser une intention et de se positionner, autour de: «J'aimerais lancer ça, avec, voilà, un certain état d'esprit ou un certain contexte, que j'ai choisi. Voilà, encore une fois, la notion de choix et de libre arbitre, même si en soi, il faut aussi avoir de l'humilité face à tout ça et savoir aussi lâcher prise et pas pouvoir, tout, voilà, administrer à l'avance, quoi. Mais il y a une part, d'intention qui est, je pense, qui est libératrice aussi, mine de rien, dans l'astrologie d'élection. Pour, la place, des astrologues, dans le monde religieux, j'imagine que c'est immense parce que j'ai deux trois notions et je sais à quel point il y a eu cette correspondance entre astrologie, et le monde religieux. Qu'est-ce que vous avez, à nous dire là-dessus, On va écarter l'Orient, l'hindouisme et le On va rester bouddhisme chez nous? surtout. Voilà, l'hindouisme où de toute façon l'astrologie c'est l'œil des Védas, c'est-à-dire c'est une partie intégrante du religieux depuis le départ, sans le moindre état d'âme. En Occident, qu'est-ce que ça donne? Alors, je vais vous parler comme un théologien médiéval. Tout d'abord, si je vous ai expliqué ce qu'était Dieu et que vous avez compris, c'est que je vous ai mal expliqué. Parce que c'est un état, c'est pas quelque chose ou quelqu'un. Bon, déjà, donc il ne faut pas s'en faire d'image. Bien. Maintenant, si je suis un astrologue juif ou chrétien, parce que de ce point de vue-là, il n'y a pas de différence, je vais considérer que cet arrière-plan conscient et actif qu'on nomme Dieu, parce qu'il faut bien mettre un mot, mais c'est simplement un arrière-plan conscient et actif, eh bien, se manifeste de deux façons. Il se manifeste par l'inspiration. C'est les prophètes en Israël, par exemple. Mais il se manifeste aussi par ses œuvres. C'est le cosmos. Comme dit le psaume 19, les cieux chantent la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains, le firmament l'annonce. C'est pour ça qu'on considérait qu'il y avait une révélation prophétique et une révélation naturelle et que les deux étaient équivalentes. On considérait au Moyen Âge que la révélation prophétique a été représentée par Moïse, la figure tutélaire, et que la révélation par la nature que les Grecs avaient déjà connue était représentée par Hermès. Et si vous tapez sur un moteur de recherche la cathédrale de Sienne, vous verrez qu'à l'entrée, il y a un immense pavement où c'est Hermès en céramique qui est représenté sur quasiment, enfin, sur je sais pas combien, c'est 15 mètres de côté. Il y avait deux sources, le livre du monde, le Liber Mundi, et l'inspiration. C'est pour ça que quand il va y avoir la naissance de l'enfant Jésus, le clergé n'est pas là. Ceux qui sont là, c'est les orcastes, c'est-à-dire c'est les bergers, considérés comme orcastes parce que leur métier ne leur permet pas d'assister au rite du temple de Jérusalem, donc intouchables. Et c'est les étrangers, c'est-à-dire les mages. Et là, il faut être très clair. Il faut vraiment relire le texte à la loupe. Les mages, nous, on a l'idée, l'image, ils ont suivi une étoile bêtement, et puis elle les a amenés jusqu'à la crèche. C'est pas du tout ce qui est marqué dans le texte, pas du tout. Ce qui est marqué dans le texte, c'est que les mages observent le ciel, en déduisent astrologie, que le fils, un fils de Dieu. roi est né ou un prophète est né, et ils vont donc à Jérusalem
Ils vont voir le roi et très naïvement, ils lui disent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu son astre à l'Orient et sommes venus lui rendre hommage. Évangile de Matthieu, chapitre 2, verset 2. C'est-à-dire qu'ils ont décodé, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé la révélation naturelle pour découvrir quelque chose sur le plan divin. Et c'est la raison pour laquelle, dans le christianisme, en tout cas catholique ou orthodoxe, je mets le protestantisme à part, jamais l'astrologie n'a pu être condamnée en tant que comme un article de foi. Voilà. On a pu la conseiller, la déconseiller, mais on n'a jamais pu la condamner parce que les mages étaient des astrologues. Oui, c'est dans le texte, C'est donc on dans le peut pas texte. l'aligner. On peut rien faire. Ouais. Ouais. C'est la même chose, la condition de la femme, elle a été moins mauvaise là que dans d'autres religions, parce qu'il y avait la Vierge Marie qu'il fallait bien faire avec. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des lignes rouges qu'on pouvait pas franchir. Exactement. Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est que cet arrière-plan conscient et actif se manifeste par l'inspiration et se manifeste par le livre du monde. C'est pour ça qu'en astrologie, moi j'insiste, mais alors c'est un leitmotiv, c'est obsessionnel. Je refuse qu'un étudiant ait dans les mains une feuille de papier avec des hiéroglyphes sans qu'il ait conscience de ce que ça représente dans le ciel réellement. Parce que si on a la feuille de papier, c'est parce qu'on n'a pas le ciel sous la main. Mais c'est un pis-aller. Donc, quand je leur dis, voilà, vous m'avez tracé des traits rouges, là, vous appelez ça les maisons. Bon, maintenant, on sort dehors, il est dans quelle maison le soleil? Eh ben, ouais, le problème, il est là. Vous devez pouvoir répondre à cette question. Bien. C'est un champ d'expérience. Non, je vous demande, le soleil, dans quelle maison il se trouve, parce que vous avez tracé un trait, un certain endroit dans le zodiaque, et ça correspond à quelque chose. De la même façon, c'est la pleine lune. Elle est dans quel signe? Attendez, la pleine lune, c'est quand la lune est en face du soleil. Le soleil, chaque année à la même date, est au même endroit. Donc, si vous n'êtes pas foutu de savoir où est la pleine lune, il y a un gros problème. Donc, je vais m'améliorer sur le sujet. Je précise aussi. Non, si le soleil est en scorpion, là, la pleine lune, c'est quand la lune est en face. Donc, la lune est nécessairement en taureau. Oui. Voilà. Donc, non, pas là-dessus, mais sur le fait de repérer dans le ciel, in situ, le côté de in situ, de vraiment identifier. Oui, bon, les maisons placidiennes, c'est-à-dire les plus utilisées, on prend le lever du soleil, on prend le moment où il finit de monter pour commencer à descendre, ça s'appelle le milieu du ciel. Non, le milieu du ciel. Milieu du ciel, oui. Ouais. Et à un tiers du temps qu'il lui faut, on trace un trait, c'est la maison 12. À 2 tiers du temps, on trace un trait, c'est la maison 11. Donc à ce moment-là, actuellement, à l'heure où on se parle, le soleil, il est quelque part un peu après le début de sa descente, c'est-à-dire qu'il est probablement proche, voilà, c'est ça, proche de la cuspide de 9. Donc j'insiste là-dessus. Alors, et là, je vais refaire le rapprochement avec le spirituel. Le zodiaque tropique, celui qui est habituellement utilisé en Occident, qu'est-ce que c'est? C'est la respiration de la lumière dans l'année, puisque c'est calé sur les solstices et les équinoxes, c'est le rapport jour-nuit. Si on a le soleil sur le même degré du zodiaque, même si on est né des années d'écart, ça veut dire qu'on est né quand le rapport jour-nuit est le même. Voilà. Vous saviez que vous étiez poète là parce que vous faites jubiler la respiration de la lumière. Mais c'est magnifique. Non, c'est ça, les solstices d'hiver, c'est quand. Oui, voilà, je sais, mais quand même, il y a une façon de le dire. Les maisons, donc ça c'est la respiration de la lumière dans l'année. Les maisons, c'est le lever du soleil, la croissance de la lumière, la culmination, le déclin, etc. C'est la respiration de la lumière dans la journée. Bien. Et puis après, vous avez vos petites taches de lumière. Si Mars se veut violent, c'est parce qu'il est rouge. Bon, donc, etc. Eh bien, quand vous êtes rebranché sur la nature, vous n'avez plus en main une feuille de papier, vous avez une boule de lumière. Voilà, vous avez une boule de lumière qui est vivante, voilà, et qui vous parle. Et là, vous êtes véritablement astrologue. Et là, vous êtes vraiment dans la dimension spirituelle de l'astrologie, je répète une fois de plus, ce qui n'est pas un discours, qui est un état, qui est une expérience. Bon, là, j'ai joué au professeur, là. Mais en même temps, vous l'êtes, mais c'est magnifique.
Ouais. ce que vous dites. Bref, comme je disais à mes nièces, l'essentiel c'est d'être connecté verticalement. Le nom de l'opérateur, je m'en contrefous, hein, mais il en faut un. Voilà. Complètement et là, sur, cette place de justement des astrologues au sein de la religion, il y avait cette connexion, comme vous dites, intrinsèque. Enfin, je veux dire, c'était, absolument pas dissocié. Il y avait entre guillemets «l'apparition» aussi, des 3, comme vous dites, les rois mages dans la Bible, qui, représentent enfin les astrologues ou en tout cas le lien et la connexion entre, voilà, cette boule de de lumière, enfin notre univers et notre réalité, matérielle et tangible. On sait d'ailleurs quelle était la configuration, hein. Kepler l'a identifiée, oui. C'était tout simplement alors il faut savoir que chez les anciens, les naissances de dynasties, les g fondateurs de religions et cetera, on évaluait ça avec les conjonctions Jupiter-Saturne. Ouais. Donc c'était la grande méthode de prévision en astrologie mondiale. Or, on a, en l'an -6 et -5, on a une conjonction Jupiter-Saturne qui, par le jeu des rétrogradations, se refait et sur laquelle Mars vient se rajouter, ce qui fait une configuration extrêmement lumineuse. Et ça se passe dans le signe des Poissons, dont la Palestine est un des attributs dans l'astrologie de l'époque. Donc, ils ont réellement fait leur boulot d'astrologue, tout simplement. Ils sont à côté, en Mésopotamie, ils disent en Palestine, eh bien, il y a un prophète ou un fils de roi qui vient de naître. Bon, ben, ils vont à la capitale se renseigner, hein. Ouais, Le GPS, spirituel. ouais. Alors, c'est là que Hérode est mort en -4. Donc, automatiquement, on sait que Jésus est né avant, hein, par définition. Donc, donc, ça correspond bien à cette configuration-là. Mais dans le texte après, Hérode leur dit, bon, ben, quand vous l'aurez trouvé, vous viendrez me le dire. Il dit hommage, hein, parce que, évidemment, lui, il veut l'éliminer, parce qu'un fils de roi, ça l'arrange pas, hein. Et c'est à ce moment-là que une lumière leur apparaît, ou une étoile, ouais, et c'est ça qui va avoir un caractère miraculeux, mais c'est dans un deuxième temps seulement. Et il est marqué, à la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une grande joie. Voilà. Eh bien, ça, c'est pour moi la phrase la plus merveilleuse. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une grande joie. Ça résume aussi accessoirement votre vie en Alors, c'est tellement ça. Mais pourquoi ensuite, enfin, cette trajectoire de l'astrologie, elle est éminemment spirituelle et puis, comme on l'a dit, on parle là de l'Occident parce que si on parle de l'Inde, c'est même pas un sujet parce que elle est au centre de la vie, spirituelle, de tout le pays, en fait et ensuite on a, le monde médiéval arabe où il y a encore une fois une autre histoire parce que l'astrologie était au centre de la culture. Maintenant, effectivement, elle est peut-être plus, aussi, prédominante qu'elle l'a été et nous, en Occident, qu'est-ce qui s'est passé sur cette vie occidentale extrêmement spirituelle quand même? Enfin, je veux dire, on a été, voilà et ensuite, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette dissociation vous l'avez mentionné, hein, rapidement là, au début, mais il y a eu cette dissociation et le fait que l'astrologie justement, elle est restée corrélée, mais en même temps, c'est de plus en plus lié à une forme de science, en fait, au final. il faut distinguer plusieurs époques. On a Saint Augustin, et Saint Augustin, on est à l'époque où l'Empire romain s'effondre, et Saint Augustin, dont une des nombreuses conneries, ça a été d'inventer le péché originel, mais ça c'est une autre question. Donc Saint Augustin, il a une peur bleue que les dieux antiques reviennent sous couvert d'astrologie. Voilà, parce que Vénus, la planète Vénus, la planète Mars, bon. Donc du coup, Saint Augustin est violemment opposé à l'astrologie. C'est en quelle année ça? Donc là, on est au fin du IVe siècle, D'accord. début cinquième. Donc, ouais, et Saint Augustin va avoir un certain poids. Donc lui, il est en Afrique du Nord, hein. Euh, il était à Carthage. Et mais on va arriver à l'époque carolingienne. Là, il y a une renaissance de la culture carolingienne. Quand on dit qu'on a tout appris des Arabes, c'est pas vrai. Il y avait au Mont Saint-Michel, au Mont Cassin, etc., des traducteurs qui avaient déjà traduit beaucoup de choses. Simplement, elle n'avait pas été diffusée. Donc, on a une renaissance carolingienne.
à ce moment-là, l'Église évangélise, de gré ou de force, les peuplades germaniques. Et ces peuplades germaniques ont des pratiques magiques. D'accord. L'astrologie, l'Église veut lutter sur le même terrain. Donc, ce qu'elle va faire, elle va promouvoir l'astrologie parce que c'est une méthode divinatoire, mais qui se veut rationnelle. C'est une alternative, en Voilà. fait. C'est-à-dire, on n'évoque pas des dieux, des démons et des machins, voilà, quand on veut faire de l'astrologie. Donc, il y a une promotion par l'Église de l'astrologie. Ce qui va se passer, étape suivante, c'est quand on va arriver vers le XIIe siècle. À ce moment-là, l'astrologie arabe pénètre dans l'Occident latin. C'est ce qui va d'ailleurs amener la pensée d'Aristote en Occident. C'est par les traités d'astrologie que Aristote pénètre en Occident. Mais c'est le modèle aristotélicien qui va s'imposer. C'est-à-dire Aristote, lui, il parle vraiment en termes d'influence des astres. Et donc la notion d'astre comme signe va disparaître. Et il va y avoir des théologiens qui vont réfléchir sur est-ce que l'astrologie est licite ou pas. Et par exemple, saint Thomas d'Aquin, qui est donc l'un des grands noms de l'Église catholique, va dire la chose suivante. Si ce que dit l'astrologue, c'est la conséquence des influences astrales, l'astrologie est licite. C'est-à-dire, si les astres sont la cause physique de ce que dit l'astrologue, l'astrologie est licite. Si les astres sont les signes sans être la cause, on est dans du divinatoire et l'astrologie est illicite. Oui, Donc, donc pas le choix, en fait. exactement. Donc, à partir de Ouais. là, tous les astrologues vont s'engouffrer dans la brèche, vont continuer de pratiquer exactement la même chose d'ailleurs, hein, ça ne les gêne pas du tout, quitte à ce que ce soit complètement contradictoire avec le discours, mais vont s'engouffrer dans la brèche. Alors on a même par exemple Saint Albert le Grand, docteur d'Église. Quand je dis docteur de l'Église, c'est un titre dans l'Église catholique qui veut dire que l'enseignement est impeccable. Ouais. Et Saint Albert le Grand écrit même au pape en disant mais attendez, vous avez les Sarrasins là, qui sont en train d'envahir l'Occident. Si on choisissait le moment du début des batailles par l'astrologie, on arriverait à les vaincre. Vous avez même mieux le pape Boniface VIII qui a des crises de colique néphrétique. C'est douloureux les crises de colique néphrétique, donc on y regarde de moins près. Hein. Et il fait emprisonner Arnaud de Villeneuve qui est astrologue et alchimiste à la fois. Arnaud de Villeneuve lui fait un talisman zodiacal, bon, avec préparé au moment où Oui, oui, oui. voilà. Elle est astrologie d'élection, Voilà. voilà, Donc ouais. ça met un terme définitif et radical aux coliques néphrétiques du pape. Le pape le fait libérer. On a même la lettre par laquelle il remercie Arnaud de Villeneuve. Bon. Donc Saint Albert le Grand nous dit même que ce qui est ce qui n'est pas chrétien, c'est justement de ne pas utiliser l'astrologie. Parce que si le Dieu se révèle par la nature, ne pas s'en servir, eh ben, c'est ça qui n'est pas chrétien. Donc il est pro-astrologie à fond. Euh, voilà, saint Thomas d'Aquin est plus mesuré dans sa position, mais même saint Thomas d'Aquin, il va écrire, ça c'est dans la Somme contre les gentils, il va écrire que le talent du métier est visible dans le thème astral. Oui, ouais, bah, ça, c'est vraiment, c'est frappant. Enfin, on n'a pas besoin de Oui, mais voilà, mais je veux dire par là, c'est reconnu par les plus hautes autorités religieuses et ça pose aucun problème. Le fameux cardinal d'Ailly, justement, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, je rappelle en 3 mots l'épisode. En 1378, on élit un pape. Bon, et puis 6 mois après, ceux qui l'ont élu, ils n'en sont pas contents. Donc ils c'est décident rapide, hein? voilà, donc ils décident d'en élire un autre. Sauf que le premier ne veut pas démissionner. Résultat, on se retrouve avec 2 papes, un à Rome, un à Avignon, qui se font concurrence. Et là, ça fait un peu tâche, mais comme la politique s'en mêle, certains pays soutiennent un pape, l'autre pays d'autres papes, etc. Et ces papes meurent après, et les cardinaux qu'ils ont nommés élisent un successeur. Bref, il y a 2 lignées de papes comme ça, et la plaisanterie continue jusqu'en 1409. Et à ce moment-là, ça commence à ruer dans les brancards dans la population elle-même en disant
Ça commence à suffire la comédie, hein. Et le cardinal d'Ailly, qui était chancelier de la Sorbonne, les gars du pape, enfin qui avait une grande carte de visite, qui était évêque du Puy, entre autres, le Puy-en-Velay à côté de chez moi, là, il se dit, est-ce que c'est la fin des temps ou pas? Parce que si c'est la fin des temps, on ne peut rien faire. Tout va partir en vrille, hein. Si c'est pas la fin des temps, on peut agir. Comment il fait pour le savoir? Eh bien, il prend les textes arabes, d'Abou Machar notamment, et il va utiliser ces fameuses conjonctions Jupiter-Saturne et pour savoir si c'est la fin des temps ou pas. Et il va conclure, en 1414, il va conclure en disant la chose suivante. C'est pas la fin des temps. En revanche, ce que je peux vous dire, et il va l'écrire 3 fois, hein, ce que je vais vous dire, c'est que en l'an 1789, les lois et les religions seront subverties. Et il écrit ça en 1414. Waouh. Voilà. Donc en 1409, il y avait 2 papes. En 1409, on dit on va en élire un une bonne fois pour toutes, si bien qu'en 1409, on se retrouve avec 3 papes parce que les 2 autres ne veulent pas démissionner. Ouais, et en 1414, quand tout le monde déprime, le cardinal d'Ailly, il sort ça. On peut régler le problème parce que pour l'instant, on est tranquille. Il dit il y aura une dissension, on est en 1414, il y aura une dissension dans la chrétienté dans un siècle, et Luther, c'est 1517. Et en 1789, les lois de la religion seront subverties. Mais Et ça correspondait à 2 conjonctions Jupiter-Saturne, voilà, justement, voilà. voilà. Puis après, il y avait Il y avait aussi d'autres, voilà, pour affiner. Voilà. ouais, bien sûr. Voilà. Et donc, à ce moment-là, en 1414, il pousse à ce qu'on convoque un concile. On fout tout le monde dehors. Quand je dis tout le monde, les 3 papes, on en élit une fois pour toutes. On envoie l'armée pour ceux qui ne veulent pas démissionner. Et puis, et on règle le problème. Voilà. C'est pour ça que, à ce moment-là, indirectement, l'astrologie a sauvé l'Église catholique. Elle a apaisé, justement cette tension. Il Voilà, y a eu une solution astrologique au final, une voilà, solution et astrologique qui a permis d'agir. et d'avoir, éventuellement aussi des clés. Bon, après on ne sait jamais, exactement la forme exacte, mais, il y a eu une sorte de prémonition. Il a eu une sacrée fulgurance, Ah ben le cardinal. André Barbeau avait écrit, c'est vertigineux, hein, voilà, c'est-à-dire, effectivement. Alors, en toute honnêteté, pour avoir reconstitué les calculs, il y a eu un petit coup de main du Saint-Esprit, hein, qui a soufflé en même temps, hein. Voilà, pour qu'il tombe Pourquoi? juste. Parce C'était que, pas exact? parce que effectivement, on aboutit à 1789, mais il y a certaines opérations où, si on veut être très rigoureux, c'est pas tout à fait ça, quoi. Voilà. Mais la conclusion était juste. Donc on rejoint ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la Il y a pas mathématique. que ça. Ouais, ouais, Voilà, ouais. Il a eu un support et puis ensuite lui il a voilà. d'accord. Ouais, super intéressant. Mais au niveau astrologique, c'était bien 1789. Ah bah, de toute façon, ah oui, oui, Ouais, mais c'est juste que lui s'y est mal pris. non, Enfin, c'est-à-dire en fait, non, c'est-à-dire que les calculs lui permettent d'aboutir à 1789, ouais. de l'interpréter correctement, religion et loi subvertie, voilà. Mais que le détail OK. des calculs, parfois, Laissait à désirer. voilà, laisse à désirer. Pour être, C'était pas un bon mathématicien, quoi. voilà. Mais je pense que, mais et quand je dis ça, c'est pas une critique, c'est pour montrer que le, Oui, oui, j'ai compris, hein. voilà, quelque chose pourvoit à la carence. Mais, de toute façon, de savoir, dire enfin, d'avoir dit les choses avec cette Voilà. précision-là, voilà, c'est de son fait. Parce qu'on peut faire plusieurs hypothèses, Ouais. Et il n'a jamais rien mais prédit d'autre dans sa vie, hein. C'était uniquement. Non, non, mais je veux dire par là, c'est pas, on n'a pas choisi une date parmi toute une série qu'il aurait donnée. Donc, il n'a pas fait d'autres prédictions dans sa vie. La seule chose qui l'intéressait, c'était cette histoire il de, voulait de- sa réponse, quoi, au voilà, final. de multiplication des papes qu'il fallait résoudre, hein. Incroyable. Enfin, donc i même le fait de se dire: «Je vais aller regarder l'astrologie», il le fait qu'à ce moment-là. C'est il a dû s'y adonner complètement aussi. Il s'est abandonné à l'astrologie pendant un temps donné, il a fermé le chapitre et puis il est passé à autre chose. Ah ben, on voit qu'avant 1410, il est plutôt opposé à l'astrologie et on le voit Incroyable. complètement basculer de point de vue en quelques années.
Est-ce qu'il aurait pas consulté quelqu'un ou c'est vraiment que lui, Alors, il a beaucoup lu en même temps à ce moment-là, hein, parce que, toutes les techniques qu'il prend, il les prend chez Roger Bacon dans son Opus Maius, qui lui-même les a pris chez les Arabes. Mmh, Voilà. mmh mh. Et du coup, quand, Dailly, va travailler la méthode de Roger Bacon, Mmh. il va voir quelles sont les sources et ensuite il va aller lire les textes arabes en question. Ah Alors, ouais. parce qu'il y avait des traductions latines qui existaient. Oui. Voilà. Donc, voilà, donc, le gars, il va bosser, bosser, Oui, il bosse à fond, quoi. voilà, Que enfin, mais bon, faut le faire, hein. avec une C'est c'est petite c'est pas équipe, évident. probablement autour, Probablement, ouais, il a dû avoir des consultants, des conseillers, voilà, des en conseillers, des astrologie secrétaires, voilà, c'est parce que c'était une et sommité. là, ça nous mène à 1789, mais après, c'est même pas l'astrologie en tant que telle, c'est juste le principe de la spiritualité, la façon dont le principe de la spiritualité et de la croyance, tout ça a été complètement, transformé à ce moment-là, globalement en France. Donc là, on reste bon, là, on Ouais. recentre en France aussi, mais après ça s'est propagé aussi dans le reste de l'Europe, j'imagine, mais en France, c'est quand même très particulier. Enfin, ça se voit qu'on est quand même le cœur de cette, transition, quoi, parce qu'on reste culturellement, dans une approche de la religion ou de la croyance au sens large qui est extrêmement, suspicieuse, comme si ça n'avait absolument, aucune utilité, que ce n'était que du charlatanisme ou qu'il y avait, aucune fonction à la foi, en fait, Ah bah, dans nos vies. on est en pleine, on nage en pleine absurdité. Je vous donne un exemple. Allez expliquer à un étranger que si vous faites des études universitaires de théologie, si votre diplôme, a été donné par l'université de Metz ou de Strasbourg, il est valide. S'il est donné par l'université de Paris, il vaut rien. Pourquoi? Tout simplement parce que, les diplômes universitaires de théologie, enfin reconnus par l'université, j'entends, sont interdits en France, sauf en Alsace-Lorraine à cause du concordat. OK. Bah, c'est-à-dire que, pour dire les choses autrement, la théologie ne peut pas faire partie de ce qui est enseigné en université. Alors, il y a des facultés catholiques qui l'enseignent, mais le gars qui a sa licence, ça donne pas de points européens ou de points pour faire autre chose derrière, une fois qu'il a la licence ou son master. Mmh, mmh mh. Mais quand cette loi de 1905 est passée, de séparation d'Église et de l'État, l'Alsace-Lorraine est allemande depuis 1870. OK. Et là, il y a des diplômes universitaires de théologie. Et quand elle se réunit à la France, après 1918, avec l'armistice, elle revient en France avec ses propres lois et qui seront respectées. Si bien Waouh. que moi, j'ai un master de l'université de Metz en théologie, ça me permet de m'inscrire en doctorat en philosophie des sciences à côté, au CNRS ou ailleurs. J'aurai le même master avec l'université catholique de Paris. Ça, du point de vue du Vatican, ça serait Oui, valable, mais je ne oui, pourrais pas m'en servir pour faire autre chose. je savais pas qu'on en était à ce stade-là. Bah, Voilà. enfin, moi, je tombe un peu des nues. Oui, mais conséquence, on ne peut pas faire une université d'islamologie intelligente parce que c'est les mêmes lois. Donc, voilà, vous avez compris. Donc, on importe des imams de droite et de gauche qui s'autoproclament, alors qu'il suffirait de faire une université d'islamologie intelligente avec connaissance des religions, des échanges intellectuels, etc. Et puis, a le droit d'exercer comme imam celui qui a son master au bout de 5 ans. Et puis, on n'en parle plus. Eh ben, c'est pas possible. Ça me fait penser à Malek Chebel que j'adore, justement dans ce travail, sur, l'islam, sur le Coran et cetera. C'est vrai que c'est incroyable, quoi. Moi, je pensais qu'on avait quand même la possibilité d'apprendre. Je pensais que c'était propre à l'astrologie, voilà. Je pensais pas que ça prenait une proportion aussi large de ce rejet, autour de, la théologie, des Catholique, religions au sens protestante, large, quoi. Ouais, voilà. ouais. Hein. C'est, Et alors, même chose, il y a une section d'islamologie à l'université de Strasbourg, ouais, mais c'est le seul endroit où vous pouvez étudier l'islam d'une manière, on va dire, universitaire, quoi, enfin ouverte, rigoureuse. Quoi. mais en fait, enfin, là, quand on voit tous les débats, ça ça ça
ça permettrait de vraiment cesser une grande partie des débats qui sont en cours à l'heure actuelle, quoi. Exactement, mais vous êtes pasteur à l'Église réformée, c'est 5 ans, on vous demande le master. Vous êtes curé catholique, c'est 7 ans, grand séminaire. Bon, et là, rien. Non, mais enfin, c'est surtout qu'en fait, on sait pas vraiment on n'a pas la même grille de lecture et on sait pas exactement quelles sont les grilles de lecture de chacun. Donc en fait, on s'en remet un peu au hasard ou au bouche à oreille. Enfin, on n'a pas vraiment, on n'a pas la posture claire, on n'a pas de clarté sur la posture des gens, en fait, qui nous enseignent, Voilà, et au puis, niveau spirituel, quoi. voilà, Enfin, il y a pas de lecture critique avec le c'est recul. ça, Moi, j'ai une aussi. amie une amie qui est suisse, hein, qui a un doctorat d'islamologie. Parfois, je lui demande un renseignement quand je veux écrire quelque chose où j'évoque l'islam et je veux pas dire de conneries, je lui demande. Bon, elle me dit, on prend un exemple tout bête. Ce qui a marqué sur les femmes dans le Coran, c'est un progrès par rapport aux tribus bédouines. À partir de là, on a deux attitudes. L'intention du prophète, c'est un progrès par rapport aux tribus bédouines. Donc, est-ce qu'on doit considérer les femmes exactement pour Comme l'éternité comme elles sont dans le Coran, ou est-ce qu'on doit continuer à respecter l'intention du prophète qui était l'amélioration du statut des femmes par rapport aux tribus bédouines? Pas du tout la même chose. Ouais, mais il faut, pour ça, avoir que le gars il ait suivi des études d'islamologie avec un esprit critique, avec des échanges culturels, et ainsi de suite. oui, oui, bah, on le fait au niveau de l'astrologie, quoi. Mm. On recontextualise, le savoir astrologique et on va pas l'appliquer bêtement de la même enfin, on va savoir le lire aujourd'hui, quoi, aussi. Enfin, Exactement. un filtre, un prisme différent. C'est ouais, c'est incroyable. Je pensais pas qu'on en était, que c'était aussi grave et pourtant on voit à quel point notre société, on a un gros, gros problème justement on n'a aucune, conscience, culturelle autour de la religion, autour de la foi, notamment enfin moi aussi j'ai passé du temps en Angleterre, donc j'ai pu voir la différence, majeure de cette société, autour de la religion, de la foi et enfin, ça pose absolument aucun problème de respecter, les engagements de chacun, quoi. Sur une vie, spirituelle, tout simplement, quoi. Alors qu'en France, bah, voilà, on est au cœur de débats inutiles. On perd son temps à des conneries et à côté de ça, il y a des problèmes gigantesques Oui, qu'on ne traite pas. j'ai l'impression que c'est surtout des encore une fois, il y a beaucoup de manœuvres aussi politiques pour, enfin, porter l'attention sur certains enjeux comme ça liés aux croyances pour faire comme si, on était sur des problèmes, voilà, majeur, d'urgence absolue, Oui. alors qu'en fait, en vrai, tout le monde enfin, je pense qu'une grande majorité des personnes, s'en fichent, quoi. Enfin, c'est pas ça qui va nous, déstabiliser dans notre vie, au quotidien, quoi. Donc, ouais, il y a vraiment cette fracture en 1789 et depuis, en France en tout cas, ce qui est pas le cas ailleurs. Je connais pas trop, l'état des pays, des autres pays européens sur le sujet. J'ai pas vraiment les tenants et les aboutissants, mais c'est sûr qu'en France, on est très, très stigmatisé. En tant qu'astrologue, on est très stigmatisé. Et d'ailleurs, j'écoutais Robert Hand parler de ça et c'est vrai qu'il parlait, aux États-Unis et en Angleterre qu'il y avait quand même un certain statut à être astrologue. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus, il faisait la comparaison avec, des médiums spirites ou une médiumnité, peut-être plus, pure, enfin liée à la communication des défunts et cetera. Il disait: «Quand on est, je sais pas en français, C'est j'ai spirit, les mots ouais. anglais. Spirit, Ouais, oui, tout parce que eux, c'est simplement. spiritualisme, donc, mais c'est spirit Ouais, en fait. spirit, j'ai les mots en anglais parfois. Quand on est, spirit, on est vraiment ostracisé dans la culture. Quand on est astrologue, on a quand même cette stature, on a cette présence et je me disais: «Bah, non, en fait, enfin, pas chez nous, quoi». Mm. Enfin, ça revient quand même un peu au même. Alors après, peut-être que je suis un peu de mauvaise foi parce que c'est sûr que les astrologues écrivent plus de livres, ils sont plus présents dans la presse et cetera, mais il faut rester sur quand même une certaine superficialité, hein. On est là pour divertir, pour amuser la galerie, pour donner voilà, quelques pistes, mais à aucun moment on interroge vraiment le sens profond de ce qu'on fait vraiment et le message spirituel qu'il y a derrière. Tout le monde est ravi moi je fais des horoscopes, je fais des horoscopes, voilà, populaires dans le sens où j'analyse les transits, sur les saisons, saisonniers, mais ça vous donne des clés, mais si vous vous posiez vraiment en réalité la question de ce que ça veut vraiment dire,
spirituellement parlant, c'est quand même incroyable, quoi. Et c'est vrai qu'on va jamais, vraiment s'interroger profondément sur les tenants et les aboutissants de tout ça, quoi. Mais c'est vrai que le niveau philosophique des astrologues en France est pas terrible, hein. Ça reste souvent une espèce de New Age un peu bâtard. C'est difficile de défendre notre position euh, quand il y a un discours de ce genre qui donne l'impression d'être le discours officiel, entre guillemets, de l'astrologie. Moi, c'est mon gros combat, le New Age. J'ai aussi je vous l'ai pas dit, mais j'ai aussi, une activité où je fais d'autres podcasts où je parle des dérives du New Age et cetera. Donc c'est vraiment pour donner des pistes et puis pour savoir distinguer, faire la différence entre, une pratique spirituelle, une véritable pratique spirituelle et une pratique New Age qui est justement plus développement personnel, quoi, très individualiste. Bah, il y a 80 ans que Guénon a donné la solution, hein, c'est-à-dire que le problème du New Age, c'est la confusion du psychique et du spirituel. Ouais. On croit faire du spirituel alors qu'on fait du psychique. Et tout le problème de fond Et est, il y est a un situé enjeu là. avec le New Age de performance aussi. Il faut atteindre la meilleure version de soi-même, Mm. faut être, riche, hein, enfin, il y a vraiment cette notion de riche, Oui, oui, oui. matériellement parlant, financièrement. Enfin, il faut performer, quoi, Alors que le spirituel, c'est on s'oublie soi-même. Dans un cas, c'est que ma volonté soit faite. Dans l'autre cas, c'est que ta volonté soit faite. ouais, il y a une autre approche, en fait, oui, de la spiritualité. Il y a un autre point de vue, voilà, il y a un Mm. autre axe de vue, il y a une autre perspective. C'est toute la Mais, différence entre la Lune et le Soleil. La Lune est le reflet du Soleil. La Lune est le psychique, le Soleil est le spirituel. Là d'où vient la lumière. pourquoi est-ce que, à votre avis, l'astrologie, elle peut passer comme ça? On n'a pas parlé trop des autres religions à part la chrétienté, mais je veux dire que pourquoi est-ce qu'elle est d'un coup, elle s'adapte comme ça? Mais C'est incroyable. l'astrologie est vivante. L'hindouisme, Mais l'astrologie, l'islam. il y a Valère Lemay qui avait écrit des choses extraordinaires là-dessus il y a 50 ou 60 ans. Donc l'astrologie, elle s'est habillée avec les dieux grecs. Mmh. Et quand les dieux grecs se sont effondrés, l'astrologie s'est habillée avec les dieux romains. Et quand les dieux romains se sont effondrés, l'astrologie s'est habillée avec Aristote pour pouvoir survivre. Et quand Aristote s'est effondré au XVIIIe siècle, l'astrologie s'est habillée avec les oripeaux du scientisme. Et quand le scientisme s'est effondré, elle s'est habillée avec les oripeaux de la psychologie et que de la théosophie, d'abord le karma, le machin, le truc. Quand la théosophie s'est effondrée, elle s'est habillée avec les oripeaux de la psychanalyse. Et quand le freudisme et compagnie s'effondrent, eh bien, Là, ce qui est le cas un peu voilà, quand même. eh ben, Ouais. elle est en train de s'habiller avec d'autres oripeaux. Et le chien crève à chaque fois, mais l'astrologie continue. Mais encore une fois, ça revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire c'est encore le miroir de son environnement. Donc en réalité, le message de fond reste le même, la forme, en fait, peu importe en vrai. Voilà, elle prend, Puis les courants. comme disaient les anciens Rose-Croix, elle prend les vêtements du pays qu'elle traverse. Ouais. Hein. C'est là où c'est mercurien, où l'astrologie est Et- 100% mercurienne. Exactement, exactement. Voilà. C'est magnifique Donc et je me ça fais montre. aucun souci pour l'avenir de l'astrologie en tant que telle. Moi, il y a un truc qui me chiffonne, c'est, ça j'en parle dans mon autre podcast, mais c'est l'hypocrisie parce que on voit qu'il y a plus ou moins, je crois qu'il y a 26 de personnes qui vont voir des psys, 28 globalement, Hmm. dans les statistiques. Il y a une il y a oui, il y a eu des statistiques IFOP qui ont été faites et c'est 26 de personnes aussi qui vont voir des praticiens, heu, spirituels. Là, on dit pas les Hmm. astrologues, hein, mais je veux dire, voilà. Et donc, en fait, on voit qu'il y a le même besoin et qu'il y a un besoin spirituel qui égale le besoin, d'analyse, voilà, psycho-émotionnelle ou de et dans notre société, on ne veut pas, bah, on ne veut pas reconnaître ça, quoi. C'est vraiment ce n'est même pas le sujet. Enfin, Il y a quelques ils années, j'avais une discussion avec une de mes nièces qui était ado à propos des questions de drogue. Hein. Je lui dis, mais je vais expliquer la chose suivante. Je lui dis, tu sais, ce que vous cherchez avec les drogues, ce sont d'autres états de conscience. oui. Ouais. Eh bien, jusqu'à une époque récente, en gros jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, euh, des procédés étaient transmis
pour atteindre ces autres états de conscience. Dire, quand ma grand-mère gardait les vaches et qu'elle récitait son chapelet, elle n'avait pas besoin de cours de méditation. Et la suspension des sens, c'est-à-dire être parfaitement lucide, sans cogitation et centré sur soi, elle n'aurait pas pu l'analyser intellectuellement, mais elle l'accomplissait, elle le faisait à volonté. Or, ces procédés n'ont plus été transmis par ceux dont c'était la charge, c'est-à-dire essentiellement les courants religieux intelligents. Bon. Donc, ce que vous cherchez, c'est un ersatz qui vous permet d'obtenir des états de conscience autres, mais que les générations précédentes obtenaient par des moyens nettement moins toxiques. La responsabilité, la faute, elle est dans ces générations précédentes. Mais je lui dis, mais par contre, ne te trompe pas du diagnostic. C'est pas la drogue qui t'intéresse, c'est les Ouais. états de conscience auxquels tu aspires. Et il y a des procédés pour ça. Voilà la discussion qu'on avait eue. Ouais, ouais, du plus. D'ailleurs, on voit que c'est souvent la maison douce qui est affiliée à à Hmm. ce double état. Enfin, c'est juste, on a envie d'explorer, ouais, c'est ça, il y a pas de meilleur mot que de dire cet état de conscience, différent, quoi. Et ouais, c'est donc on en revient toujours un petit peu, au même point en définitive, quoi. On a le même fond, mais la forme est différente. Je comprends pas cette hypocrisie, autour de nos pratiques, du fait que comme si ça n'existait pas alors que ça existe et que c'est nécessaire et on nie le besoin spirituel, dans notre société, mais on nie, notre environnement, on nie enfin, je veux dire, Enfin, ça fait partie de ça. on est quand même reconnu par le ministère des Impôts, hein. Ça, Sans aucun c'est problème, là. j'avoue, quand je parlais oui, mais je le sens bien passer, moi, le ministère des Impôts. Magnifique, ça fait vraiment ça sonne le nom de c'est une belle grande institution qui nous Oui. reconnaît et on peut s'estimer heureux de cette reconnaissance. Magnifique. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour là sur, cet échange. On est parti sur plein de choses différentes, mais c'est passionnant. Si je vous réinvite, j'espère que vous me direz oui pour parler peut-être, de d'autres choses. En tout cas, toute la conversation a été quand même très spontanée. On avait une ligne de ce qu'on devait aborder. En fait, ça a été beaucoup plus, spontané que les questions qui étaient interrogées. Mais je pense que les gens c'est vraiment bien parce qu'on a parlé de la dimension pratique et de l'état. Voilà, c'est Ça, ça. je m'y attendais pas. On Mmh. a parlé de l'état et donc l'état spirituel aussi, dans laquelle l'astrologie nous met pour pouvoir Ouais. l'interpréter. J'avais écrit un jour un texte, un article qui s'intitulait «L'astrologie comme exercice spirituel». Ouais. Hein, et je pense qu'effectivement, s'il y a une chose que je souhaite qu'on retienne de cette conversation, c'est que la, l'ast- le versant spirituel de l'astrologie n'est pas un discours, hein, on n'est pas en train de causer là de dette karmique d'autres choses. Non, c'est un état. Voilà. C'est un état. Et cet état, les grands astrologues l'ont connu. Ouais. Et cet état, il est accessible à qui veut s'en donner la peine, mais à la condition de se rebrancher sur une tradition qui nous vient du fond des âges et pour laquelle on n'est qu'un chaînon. Et de ne pas vouloir, c'est moi qui réinvente tout, c'est mon moi, c'est la nouvelle méthode, etc. Ça, non, ça ne marchera jamais. Je comprends pas pourquoi il y a pas forcément cette volonté de passation et de toujours trouver la solution à l'astrologie, mais il y a pas de solution à trouver, il y a pas la solution miracle de l'astrologie. L'astrologie elle a son histoire, se connecter à cette histoire de l'astrologie sans chercher à dire: «J'ai enfin trouvé la réponse». Et on ne dépasse un L'humilité héritage qu'après l'avoir digéré, hein. C'est une règle de psychologie de base, hein, ça. aussi. Du coup, on repart sur la psychologie. Oui. On finit par la psychologie. Merci en tout cas, Ah, c'est moi. Denis, pour ce rendez-vous franchement passionnant. Je vais me régaler à le monter, à le réécouter. Je vais rigoler aussi, je pense. Ça va être, non, je pense que les personnes vont énormément apprécier cette conversation. Je sais déjà que je vais avoir des super commentaires dithyrambiques sur cet épisode. Je vous remercie, encore, c'était génial et bah, je vous dis, à très Eh vite. ben, merci à vous, Annabelle.